Le modèle Wikipédia a prouvé depuis 25 ans bientôt que c'est un modèle qui permet à chacun et chacune d'avoir accès à une information gratuite, à une information transparente, où on sait d'où l'information vient et comment elle a été produite, ce qui est de moins en moins le cas malheureusement aujourd'hui. Et c'est aussi une information qui est faite par toutes et tous. C'est peut-être un des derniers endroits sur Internet où on voit toutes et tous la même chose quand on lit Wikipédia. Quand on va sur nos réseaux sociaux, malheureusement aujourd'hui on voit ce que les algorithmes veulent bien nous montrer. Donc peut-être le dernier espace commun, le dernier espace sur lequel on peut tous se retrouver avec un même niveau d'information, et c'est un bien important du coup à protéger pour assurer que nous ayons toujours accès à cette mine d'informations. Salut à tous, c'est Théo, l'hôte du podcast Désirable. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier d'avoir partagé, réagi au premier épisode en masse. Et si vous souhaitez continuer de nous soutenir, n'hésitez pas à repartager également cet épisode et en parler autour de vous. Comme dans chaque épisode, on va crash-tester une alternative, une idée. On va se demander si elle permet de faire advenir une société plus désirable. Et aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Est-ce que le modèle Wikipédia représente une alternative crédible aux géants du numérique? Et on va répondre à cette question avec mon invité, Rémi Gerbet. Bonjour. Bonjour. Je suis content que vous soyez le deuxième invité de ce podcast, donc directeur exécutif de Wikimedia France, qui est l'association qui porte notamment le projet Wikipédia en France. Bienvenue. Je ne sais pas s'il y a forcément besoin de passer des heures à présenter Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne créée en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. On parle de 700 millions de visites dans le monde mensuellement. Et en France, c'est l'un des 10 sites les plus visités, les plus consultés, avec 30 millions de visiteurs uniques chaque mois, donc quasiment un Français sur deux. C'est énorme. Mais Wikipédia, c'est pas un site comme les autres. Il a la particularité d'être ce qu'on appelle un commun numérique. En quelques mots, pour introduire le sujet, c'est quoi un commun numérique ? Bonjour à tous, déjà merci beaucoup Théo effectivement pour cette invitation, je suis très heureux d'être là. Alors qu'est-ce qu'un commun numérique ? Et qu'est-ce qu'un commun tout court ? On peut déjà commencer par là effectivement. Un commun c'est un ensemble de trois choses. C'est d'abord une ressource qui est gérée par une communauté de personnes, et cette communauté qui définit elle-même les principes de gouvernance, de gestion de cette ressource. Et cela s'applique du coup à la fois sur des questions, on appelle ça des communs naturels, ça peut être effectivement la gestion d'une rivière, d'un pré, d'une forêt, etc. Et lorsque l'on se situe alors dans le champ du numérique, dans le cadre par exemple, de Wikipédia, on appelle donc ça un commun numérique. Et c'est exactement ce qu'est Wikipédia, à savoir des contenus gérés par une communauté qui définit elle-même les règles de gouvernance de cette communauté et du produit. Alors, c'est un euphémisme de dire que ça, c'est pas forcément la norme sur Internet aujourd'hui. C'est même plutôt une exception, si je puis dire. Pourtant, dans les années 90, les pionniers du numérique voyaient dans le web une utopie qui permettrait la liberté totale, l'horizontalité, la gratuité. Et finalement, ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Qu'est-ce qui a capoté, si je puis dire ? C'est très compliqué aujourd'hui de refaire le match, mais c'est sûr que au tout début de l'Internet, les pionniers, effectivement, étaient vraiment dans cette idée d'ouverture, de partage du code notamment. Les premières communautés virtuelles sont constituées aux États-Unis dans les années 60-70, avec The Wheel par exemple. Donc vraiment, il y avait vraiment cette idée, effectivement, d'ouverture complète du code, d'agir en communauté, etc. Et puis il y a eu un premier tournant, qui est le tournant, on va dire, Microsoft-IBM, à la toute fin des années 70, début des années 80. Avec cette logique effectivement de développement d'un logiciel propriétaire, avec l'association IBM qui du coup vendait les premiers ordinateurs personnels. Il y a eu du coup une mainmise sur le marché très rapide
par Microsoft à l'époque, hein, qui a été en position dominante pendant des années, hein, qui d'ailleurs lui a valu après plusieurs affaires judiciaires à ce sujet. Et il y a eu ensuite une contre-réaction, c'est-à-dire qu'ensuite le mouvement face à ça s'est organisé, le monde du libre, on appelle ça, le monde open source, s'est organisé avec la mise en place qu'on appelle des 4 libertés du logiciel libre, avec le développement de licences libres claires officielles comme les licences GNU GPL, etc. Puis après, dans les années, au début des années 2000, il y a eu l'extension vers le contenu libre avec les licences Creative Commons. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, non pas le match est plié, parce qu'il est toujours en train de se jouer actuellement, hein, ce match-là, mais disons qu'il y a eu un retard pris un peu au démarrage, qui ensuite, par contre, a été très vite comblé par les très grandes plateformes, qui, elles, sont toutes apparues après, au début des années 2000, hein, donc soit Meta, Apple, etc., qui ensuite ont pris après pour le moment, en tout cas, ont su prendre le lead et s'imposer sur quasiment tous les secteurs. Ouais. Et justement, aujourd'hui, ces GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont à l'opposé total de cette idée de commun. Vous avez expliqué comment on en est arrivé là. On parle de capitalisation boursière à 4 chiffres, un fonctionnement très vertical avec un algorithme qui peut changer du jour au lendemain. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui m'a beaucoup intéressé de Yanis Varoufakis, ancien ministre grec, socialiste, qui s'appelle Les nouveaux serfs de l'économie et qui explique que ces géants du numérique étaient devenus des seigneurs féodaux des temps modernes asservissant ses utilisateurs. Qu'est-ce qui pose problème avec ces modèles-là aujourd'hui ? Le problème principal aujourd'hui, c'est cette grande asymétrie qui s'est développée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une poignée d'acteurs industriels qui contrôlent l'accès à l'information, aux infrastructures, aux normes. Les utilisateurs, du coup, deviennent dépendants, que ce soit toi, moi, l'État. Les États deviennent aussi dépendants, du coup, de ces entreprises parce qu'elles ont une telle domination dans l'espace informationnel aujourd'hui qu'on peut quasiment plus faire sans eux. Et c'est aussi les données qui leur sont confiées en tant que citoyens, mais aussi l'État. Données ensuite qu'ils peuvent revendre qui bon leur semble, réutiliser comme bon leur semble. Et donc oui, je partage assez cet avis effectivement de M. Varoufakis, car ces plateformes, du coup, elles ont réussi finalement à imposer une dépendance vis-à-vis de leurs services et de leur mode de fonctionnement, et s'en détacher, on le voit pour celles et ceux que je côtoie moi-même qui essayons de ne pas reposer uniquement sur les services de ces plateformes. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Parce qu'on en a pris conscience de ça, mais je pense que en plus, on a pris conscience de ça, notamment grâce à ce qui s'est passé avec Musk, etc. Mais pourtant, effectivement, c'est pas facile de changer, même si on en a conscience. Non, c'est pas du tout facile de changer. Il y a aussi, on voit les risques systémiques que font ensuite poser maintenant ces plateformes sur la société, les sociétés démocratiques, avec le poids qu'elles ont effectivement dans le relais d'information. Une première réponse a tenté d'être apportée, notamment par l'Union européenne, avec le DSA, le Digital Services Act, qui est une première bonne avancée, une première bonne pierre. La question maintenant, ça va être est-ce que les États vont avoir le courage politique d'appliquer ces lois-là ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens, en tout cas, de mieux réguler en tout cas ces plateformes. Maintenant, il faut aussi qu'en face, il y ait la force politique et la conviction de le faire. Parce que oui, s'attaquer aujourd'hui directement et frontalement à Musk ou à M. Zuckerberg et à cette plateforme, oui, effectivement, au vu de leur position dominante dans l'espace informationnel, ce n'est pas facile et il faut avoir le courage de le faire. On va maintenant passer à l'aspect solution. C'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast désirable. Wikipédia, c'est une toute autre vision du web. On va revenir, si vous le voulez bien, en 2001. Pourquoi, à ce moment-là, Wikipédia a vu le jour et quelle était la philosophie derrière ce projet ? Eh bien, avant Wikipédia, il y a eu Nupedia. Jimmy Wales, qui possédait du coup son entreprise Boomis, avait comme idée effectivement déjà de créer une encyclopédie en ligne. Et pour cela, il avait nommé du coup un rédacteur en chef, qui était du coup Larry Sanger.
Et le fonctionnement de Nupedia était basé sur le fonctionnement classique des encyclopédies, c'est-à-dire aller chercher des experts dans les différents domaines, les faire travailler sur leur sujet de prédilection. Une fois qu'ils avaient produit quelque chose, le faire relire par un comité de relecture scientifique avant publication. Donc un contrôle a priori, en gros. Exactement, avec un contrôle a priori, comme dans le système d'édition classique. Mais disons que ça a eu du mal à prendre. Et au bout de déjà 1 an, il n'y avait qu'une vingtaine d'articles terminés. Pour cela, ils ont du coup décidé d'ouvrir effectivement le 15 janvier 2001 une version un peu plus brouillon, une version plus ouverte au grand public, avec l'idée que grâce au logiciel Wiki, on permettait à n'importe qui, à n'importe quel citoyen, n'importe quel homme ou femme, de venir apporter une base de réflexion sur un sujet qui aurait pu servir ensuite d'accélérateur pour ceux qui étaient censés rédiger. Et puis en fin de compte, la dynamique a prise dès le début, et au bout de 2 ans, en fait, Wikipédia avait pris son envol de manière totalement indépendante de Nupedia, et Nupedia a donc été fermé en 2003 de manière définitive, et c'est Wikipédia qui a continué du coup son petit bonhomme de chemin. On va essayer de décortiquer le modèle Wikipédia. On a commencé à en parler, mais Wikipédia, c'est un commun numérique. Donc pour rappeler aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, des communs numériques sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Avec ce modèle, il n'y a pas l'idée de propriété. Qu'est-ce que cela apporte? Quels sont les bénéfices d'un tel modèle? Il y en a de très nombreux. Premièrement, cela donne une grande liberté d'action justement aux personnes qui s'investissent pleinement dans Wikipédia. Il n'y a pas le sentiment de devoir accomplir une mission ou une tâche pour quelqu'un. On le fait pour participer à un ouvrage collectif. Et ensuite, le contributeur ou la contributrice peut pleinement prendre part aussi aux décisions de l'encyclopédie. C'est vraiment la grande différence entre le participatif et le collaboratif ou coopératif, on va dire. Ça permet du coup de s'adapter, ça permet aussi, par exemple, de démarrer un sujet, de le laisser en plan quelque temps, on va revenir, quelqu'un va l'avoir avancé. Ça permet aussi d'être beaucoup plus réactif des fois. Lorsqu'il y a une erreur, on peut le corriger tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre une nouvelle édition papier, par exemple. Donc ce modèle-là, en tout cas, permet une grande flexibilité, une grande souplesse dans l'organisation de la communauté, et en même temps une autonomie très forte de la communauté qui, du coup, peut vraiment se sentir partie prenante de bout en bout du projet et l'amener un petit peu aussi vers où ils ont envie d'aller. Et c'est là, par exemple, qu'on voit entre les versions linguistiques de Wikipédia, parce que chacune d'entre elles fonctionne de manière autonome, qu'il va y avoir, en fonction des contextes, en fonction des langues, en fonction justement aussi de la vision du monde, des populations, des articles qui vont être travaillés différemment, présentés différemment, parce qu'elles vont refléter une communauté et sa vision des choses. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui centralise des règles communes? Il y a quelques règles communes, elles ne sont pas très nombreuses, et ce sont les principales d'entre elles, on les appelle les principes fondateurs, il y en a 5. Le premier d'entre eux, il concerne le fait que Wikipédia est une encyclopédie. Ça paraît un peu bateau comme ça de le dire comme ça, mais en réalité, ça reste un élément important. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas leur place sur Wikipédia, tout simplement. Les expériences personnelles, le récit de mes dernières vacances, etc. Tout ça n'a pas sa place sur Wikipédia. Le fait que Wikipédia est publié sous licence libre, c'est le deuxième principe fondateur, donc sous licence Creative Commons particulièrement. Cela signifie que demain, vous souhaitez imprimer Wikipédia et le vendre, vous en avez parfaitement le droit. Personne ne va vous interdire de le faire. La seule condition, c'est de citer les auteurs. Ça en fait beaucoup. Et que le produit qui sera issu de cette impression ou de cette vente devra être également sous la même licence. Garder la licence ouverte. Le troisième principe, qui est un des plus complexes et aussi un des plus novateur, je dirais, innovant, c'est celui de la neutralité de point de vue sur Wikipédia. Souvent, il est mal compris, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont penser, du coup, ça signifie que Wikipédia doit être neutre. C'est autre chose. La neutralité de point de vue, elle précise que sur Wikipédia, on ne va pas présenter un point de vue comme étant le meilleur ou le seul point de vue sur un sujet, mais au contraire que l'on va s'efforcer de représenter les différents points de vue ou opinions relatifs à un sujet à juste proportion.
C'est un équilibre qui n'est pas simple à obtenir, hein, et il y a débat régulièrement sur l'encyclopédie justement sur cette question de proportion, mais c'est le troisième principe et il fait partie vraiment du cœur vraiment de l'encyclopédie. Le quatrième, c'est le fait qu'il y a des règles de savoir-vivre, hein, c'est une plateforme en ligne, donc effectivement il y a des interactions entre contributeurs, des débats, des discussions, parfois houleuses, il faut aussi être transparent là-dessus, et donc il y a des règles évidemment de savoir-vivre et de convivialité à observer. Et le cinquième, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles fixes. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout peut être discuté par la communauté. Est-ce qu'on accepte toute la liste des Pokémon sur Wikipédia? Est-ce que l'on met toute la liste des conseils départementaux ou est-ce qu'on s'arrête uniquement au président en termes d'admissibilité? Donc tous ces autres sujets-là sont des sujets qui sont débattables par la communauté et en fonction des sujets, ils vont dire oui ou non, etc. Donc voilà, tout le reste, c'est discutable. Comment, avec ce cadre-là, en permettant autant le débat et avec des avis quand même qui doivent être antagonistes pour un certain nombre de sujets, on arrive à aboutir à des pages sérieuses, vérifiées, etc. Disons que déjà, il faut laisser le temps au temps. Je pense que c'était le premier aspect. Wikipédia approche doucement de ses 25 ans. Il y a eu, au tournant des années 2002-2003, vraiment une prise de conscience de la part des communautés sur l'obligation vraiment d'être beaucoup plus strict sur la question des sources, notamment. Et donc, c'est sûr, quand on consultait Wikipédia entre 2005 et 2010, il y avait plein de sujets manquants, il y avait effectivement des articles qui étaient encore en état d'ébauche, voire vraiment de simples résumés introductifs. Et puis, avec le temps, avec la communauté qui s'est renforcée, qui s'est développée, avec aussi des critères de plus en plus peut-être stricts par moment sur ce qu'on accepte ou pas sur Wikipédia, l'encyclopédie a gagné progressivement en qualité, et notamment, comme on disait, avec le travail sur les sources, hein, c'est-à-dire que cette règle un petit peu qui est de dire que normalement chaque information doit être du coup sourcée sur Wikipédia, chose qui s'est bâtie du coup au fur et à mesure et qui permet aujourd'hui effectivement d'avoir des articles de bonne, voire de très bonne qualité. Il y a un média qui a eu particulièrement une dent contre vous, c'est Le Point, donc qu'on peut classer à droite, hebdomadaire qu'on peut classer à droite, qui a publié de nombreux articles sur Wikipédia, notamment un en 2024 qui se nomme Wikipédia plongé dans la fabrique d'une manipulation. Le journaliste, après avoir enquêté, considère que des groupes idéologiques agissent et mèneraient une guerre idéologique sur les pages de Wikipédia. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques de non-fiabilité et du fait d'être partisan ? Déjà, peut-être rappeler qu'on n'a jamais prétendu que Wikipédia était parfaite. Elle ne le sera jamais. C'est un projet en construction permanente. Et que Wikipédia reflète les biais de la société. On sait qu'il y a aujourd'hui des pans entiers du contenu et des savoirs de l'humanité qui ne sont pas présents sur Wikipédia parce que la communauté qui contribue ne représente pas l'ensemble des populations humaines. Elle a un immense avantage tout de même, c'est qu'elle est transparente. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas être satisfait ou être content du contenu de l'article. La différence par rapport à d'autres plateformes, c'est que vous pouvez aller voir l'historique, que vous pouvez aller revoir toutes les modifications qui ont été faites sur Wikipédia depuis la création de l'article, que vous pouvez également aller en page discussion, voir les débats qui ont lieu sur l'article en question, interagir avec les contributeurs pour débattre justement de l'orientation à donner à l'article ou de le rééquilibrer si on estime justement que la neutralité de point de vue n'est pas respectée sur l'article en question. Donc, face à ça, je réponds, en fait, il y avait moyen de discuter. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est-à-dire que lorsque Le Point a commencé effectivement à se plaindre ouvertement de ce qui s'est passé, de leur article sur Wikipédia, la communauté n'est pas sourde à ça. Il y a eu ensuite des débats en sein de la communauté pour dire, est-ce que l'article n'est pas peut-être visé d'un côté ou de l'autre, etc. Donc le débat a été ouvert et il n'y avait aucun problème à critiquer le contenu. Ce qui par contre n'est pas acceptable, et c'est là où nous, Wikimedia France, en tout cas la communauté, nous sommes vraiment insurgés contre ça, c'est la méthode qui a été employée pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer le jeu de la communauté,
d'aller parler avec la communauté, d'exposer justement des points de vue et de débattre de manière démocratique et transparente, le Point, le magazine, ce journaliste en particulier, a préféré utiliser une autre méthode, qui est celle d'aller traquer les contributeurs de l'article, d'aller les menacer de révéler leur identité, l'endroit où ils travaillent, etc., s'ils ne cessaient pas leurs modifications sur l'article Le Point, et d'utiliser en gros la force de frappe et l'image du Point pour du coup faire peur à ces contributeurs. Et c'est là où nous sommes en profond désaccord évidemment avec cette stratégie qui a été utilisée par ce journaliste. Et c'est peut-être là qu'on doit parler du rôle de l'association justement Wikimedia France, qui est de justement soutenir les contributeurs, les bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre action ? Avec plaisir, bien sûr. Premier élément important, donc l'association Wikimedia France, qui a été fondée du coup en 2004, n'est pas l'hébergeur effectivement de Wikipédia. Dans le mouvement Wiki tel qu'il s'organise, c'est bien la fondation Wikimedia basée aux États-Unis actuellement qui héberge les serveurs et qui donc est responsable légalement en cas de problème persistant sur Wikipédia. Notre rôle à nous, Wikimedia France, c'est vraiment effectivement d'être au plus près de la communauté des contributeurs pour leur apporter du soutien. Il peut être de différentes formes. Ça va être des fois par rendre accessibles certaines sources. C'est un document justement pour contribuer à améliorer du coup l'encyclopédie. Ça va être en mettant à disposition du matériel, photos, audio, vidéo, pour aller justement documenter différentes formes de savoir. Ça va être aussi en mettant à disposition un soutien plus personnalisé, donc un soutien par exemple juridique lorsque les contributeurs sont menacés de par leur activité de bénévole sur Wikipédia. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde, certaines personnes sont en prison du fait de leur activité de contributeur sur Wikipédia, dans des États autoritaires. Ça va être aussi un soutien des fois psychologique, puisque, on le mentionnait, c'est une plateforme en ligne, donc les faits de harcèlement, malheureusement, existent aussi, pas peu sur Wikipédia, mais en dehors. C'est-à-dire le fait d'être contributeur nous expose à des formes de harcèlement sur d'autres plateformes. Et donc l'association elle est là pour soutenir la communauté contributeur, former, expliquer aussi le modèle Wikipédia à l'extérieur. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de personnalités, qu'elles soient publiques ou politiques, qui ne comprennent pas bien le fonctionnement de Wikipédia, et c'est notre rôle, l'association, d'aller expliquer ce modèle et de le défendre, et puis enfin, évidemment, mener des actions de partenariat, que ce soit avec des écoles, avec des classes, par exemple, de lycéens, avec le monde de la recherche, tout ce qui va être soutenir la diffusion libre et ouverte de la recherche scientifique française en ligne, et puis le travail avec le monde de la culture, les musées, les archives, les bibliothèques, pour aider à la numérisation des œuvres d'art en bonne qualité, les mettre à disposition du grand public. Et donc voilà, c'est tout ce rôle-là que l'association Wikimedia France joue depuis 20 ans. Justement, vous parliez du fait que les bénévoles, les contributeurs subissent du harcèlement de la part de divers individus. Début 2025, il y a une note assez alarmante interne qui a été révélée de l'Heritage Foundation, un think tank américain proche du Trumpisme, qui prévoyait le ciblage des éditeurs de Wikipédia. Est-ce que vous prenez au sérieux ces menaces ? Très au sérieux, parce que ça s'inscrit dans une dynamique en fait plus ancienne que l'on voit monter depuis 5-6 ans en France et à travers le monde, c'est-à-dire cette volonté de contrôler les récits, de contrôler l'information. Et Wikipédia, évidemment, de par son rôle, de par sa place dans le monde numérique, est très clairement une cible. Des cibles notamment de groupes d'extrême droite. On a eu le cas en France lors de l'élection présidentielle 2022 du groupe Wikizedia, donc qui était des membres de l'équipe de campagne du candidat Zemmour qui essaie justement d'influencer le contenu sur Wikipédia. Et on voit récemment, du coup, avec les méthodes justement du Point, que ce ciblage des contributeurs pour faire pression sur la communauté est quelque chose qui malheureusement est de plus en plus présent. Donc c'est pour ça que l'association, elle renforce vraiment son accompagnement. Elle renforce aussi ses formations, c'est-à-dire essayer de peut-être mieux sensibiliser la communauté à comment protéger ses informations personnelles en ligne, éviter d'être trop aisément retrouvables sur Internet. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais oui, c'est une dynamique qui est très inquiétante,
Parce que bien que Wikipédia puisse paraître aujourd'hui comme un mastodonte du numérique, vous avez mentionné les chiffres en tout début de cet enregistrement, en réalité, parce que c'est un commun numérique, sa viabilité, sa fiabilité ne repose que sur ses contributeurs, que sur sa communauté. Et si cette communauté s'érode, si les gens ont peur de participer à Wikipédia, alors c'est potentiellement tout le projet qui est menacé à moyen terme. Et on a vu dans des plus petites versions de Wikipédia ce que cela peut donner. En Croatie, par exemple, la Wikipédia en croate, qui était une petite communauté, s'est retrouvée noyautée par un petit groupe d'extrémistes, et il a fallu intervenir et fermer complètement cette Wikipédia. Donc le risque est très présent, le risque d'infiltration également par des États, par des puissances étrangères existe aussi, bien que Wikipédia, justement, grâce à ce modèle, résiste assez bien aux tentatives de désinformation, c'est pas non plus à écarter. Et la fondation Wikimedia, Wikimedia France et affiliés, nous travaillons à essayer de donner à la communauté plus d'outils pour détecter ce type de manœuvre et essayer d'y répondre dans les plus brefs délais. Parce qu'on est aussi conscient de l'impact et du rôle de Wikipédia dans la technologie de façon beaucoup plus large, par exemple en servant de base d'entraînement pour les IA. Donc vraiment, il y a beaucoup d'enjeux pour Wikipédia pour les années à venir, et ce ciblage des contributeurs et cette pression en font évidemment partie. Oui. Revenons au modèle de Wikipédia. Donc, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Wikipédia est en open source. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent ce que ça veut dire et quels sont les bénéfices de l'open source ? Bien sûr. Cela signifie que Wikipédia aujourd'hui repose sur un logiciel qui s'appelle MediaWiki. MediaWiki qui est essentiellement développé par la fondation Wikimedia, mais auquel n'importe qui peut aussi contribuer. Et donc cela signifie aujourd'hui que si demain vous souhaitez mettre en place un MediaWiki avec les mêmes fonctionnalités que Wikipédia pour un tout autre usage, c'est totalement possible, le code est accessible, vous pouvez le reprendre et vous pouvez effectivement le déployer où vous voulez. Et d'ailleurs, certains ne sont pas gênés pour le faire et on est très content pour ça. Justement, ceux qui aiment bien peut-être les cartes Pokémon peuvent voir que du coup, il y a Poképédia qui existe, qu'il y a également un Wikipédia pour Star Wars, qu'il y a des Wikipédia pour plein de choses qui existent, qui en fait se reposent sur le même logiciel, mais ont été utilisés pour d'autres usages. Et c'est ça, du coup, l'open source. Et donc, l'avantage de l'open source, c'est que comme le code est ouvert, ainsi tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut également résoudre les bugs, s'il y en a, les problèmes, et donc en fait c'est une amélioration aussi continue du code de base de Wikipédia. À ne pas confondre avec le côté licence libre ou licence ouverte, qui effectivement, là, le contenu de Wikipédia est ce qu'on appelle en licence ouverte ou en licence libre, donc c'est la fameuse licence Creative Commons, qui là porte vraiment sur le contenu, sur le texte, sur les images, sur les sons. Et où là, effectivement, il y a une licence qui s'applique du coup à ces contenus, puisque Wikipédia s'inscrit tout de même dans le droit d'auteur. C'est juste que c'est un droit d'auteur plus ouvert, qui permet beaucoup de types de réutilisation, et notamment, comme je vous disais, potentiellement même de vendre Wikipédia. C'est tout à fait possible. Donc voilà, donc il y a la question du code à séparer de la question effectivement du contenu, mais dans les deux cas, sur Wikipédia, les deux sont ouverts. Les services numériques nécessitent en général des apports capitalistiques importants, donc beaucoup d'argent pour se développer. Comment on s'en sort quand on est un commun numérique et que finalement, on n'a pas des investisseurs pour venir abreuver en capitaux ? Eh bien, grâce à la générosité des lecteurs et lectrices de Wikipédia qui apprécient ce libre accès au savoir, le mouvement Wikipédia arrive du coup aujourd'hui à se financer grâce aux dons, grâce aux campagnes de dons qu'on peut voir effectivement sur Wikipédia. Wikimedia France aussi mène sa propre campagne de levée de fonds chaque année pour soutenir là plus directement les activités en France et le soutien aux contributeurs. Et c'est ce qui fait une grande partie des revenus du mouvement Wikimedia à l'échelle globale. Et évidemment, il y a ensuite quelques autres ressources. Évidemment, en tant qu'association française, on reçoit des subventions de l'État pour des projets liés à l'éducation, à la recherche, etc., qui permettent aussi de mettre en place des activités autour de Wikipédia et de promotion de Wikipédia. Et puis, il y a aussi maintenant, la Fondation tout de même essaye de diversifier ses sources de revenus
avec notamment, par exemple, la mise en place de Wikimedia Enterprise il y a du coup 3-4 ans maintenant, qui en gros dit vous utilisez les données de Wikipédia, il n'y a pas de problème, hein, c'est ouvert et on accepte ça. Par contre, si vous voulez contribuer tout de même financièrement à l'entretien de ce commun, eh ben, vous pouvez peut-être faire une prestation à la fondation en échange d'une mise en forme en gros des données pour les réusages. Donc voilà, donc on repose, je veux dire, aujourd'hui dans les pourcentages, je crois qu'on est à plus de 80% qui reposent quand même sur les dons à l'échelle mondiale, et il y a quand même quelques autres ressources pour la pérennité du mouvement. Dont de la part de particuliers, d'entreprises aussi, des oui, deux. tout à fait. Alors, on est quand même encore sur beaucoup de particuliers. Il y a les dons d'entreprises, évidemment. Je crois que Google avait fait un gros don à la Fondation Wikimedia il y a quelques années de ça. Nous, en France, en tout cas, on repose essentiellement sur des dons de particuliers. Wikipédia, c'est THE exemple de commun numérique. Est-ce que ce modèle est applicable à d'autres activités numériques? Je sais qu'il en existe déjà. Est-ce que c'est applicable à d'autres activités numériques? Techniquement, oui, bien sûr. Politiquement et économiquement, c'est peut-être plus compliqué. C'est-à-dire techniquement, ça veut dire que développer une plateforme numérique sous licence ouverte avec une petite communauté qui le maintient et l'entretient, il y a déjà plein d'exemples qui le montrent. Certes, à des échelles moindres que Wikipédia, mais on peut penser évidemment à OpenStreetMap, on peut penser à OpenFootFact qui fonctionne très bien, on peut penser à d'autres plus petits wikis territoriaux, je mentionnais certains wikis de fans. Donc en fait, c'est possible, c'est tout à fait possible. Maintenant, atteindre la masse critique qu'est devenue Wikipédia, ça demande à la fois un investissement, un engagement, du temps de personnes bénévoles pour le faire. Ça nécessite du coup aussi d'avoir un modèle économique qui permet de maintenir du coup cet ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'aller par des appels aux dons tout simplement financer d'autres plateformes de ce type-là? Je ne sais pas trop, quand on voit que le mouvement associatif en France des fois a quand même du mal à collecter des dons pour des causes humanitaires, etc. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est extensible à souhait comme ça, si on est capable demain d'avoir des plateformes internationales comme les Wikipédia qui seraient fonctionneraient sur le même principe. Par contre, et cela peut faire écho aussi à d'autres problématiques sociales et environnementales, lorsque l'on parle plutôt de revenir à des formats plus petits, de consommer local, etc. Je pense qu'en revanche, il est tout à fait possible d'envisager une multiplication de petits communs numériques à une échelle plus locale, plus régionale, qui centraliserait ou qui permettrait aux gens de contribuer sur des sujets de proximité entretenus par les personnes contributrices. Ça se fait possible, ça se fait de plus en plus dans beaucoup de villes, collectivités essayent de développer des petits wikis territoriaux ou des plateformes citoyennes, etc. Donc ça, je pense. Est-ce qu'on a un exemple de... J'ai des petits wikis en tête. Je pense à Wikibrest, par exemple, qui est maintenu par la ville de Brest et qui, justement, met à disposition plein d'informations pour les citoyens. Je pense aussi à d'autres types de communs numériques, peut-être un peu moins comme ça connus, mais par exemple, je pense au projet Pyronir, qui est un projet justement d'aide, en plus ça lie avec l'IA, d'aide à la détection de feux de forêt, et qui du coup est contribué par les pompiers. Donc, vous voyez, donc on a un peu ce type de format qui, à mon avis, qui est possible, mais ça va demander aussi de renforcer la culture numérique de la population. Je pense que c'est aussi un enjeu important. On voit que ça va très vite. Le monde numérique va très très vite. Il y a 20 ans, les GAFAM n'existaient pas. Aujourd'hui, ils sont dominants sur quasiment partout. L'IA arrive déjà à grands pas et est en train de rebouleverser complètement du coup les rapports au numérique et l'interaction que l'on a avec les plateformes. Ça veut dire pour moi que si on souhaite aller vers une société dans laquelle le citoyen ou la citoyenne est acteur, participe, contribue, maintient les outils numériques, etc., il va falloir aussi accompagner tout ça d'une vraie politique éducative numérique à ces différents outils. L'école essaie de le faire. Je pense à la fabrique des communs pédagogiques, je pense à des petits gamins communs comme Wikidia, etc., qui essayent d'apporter déjà en classe, au collège, au lycée, des réflexes contributifs sur ce type de plateforme-là.
mais le chemin, à mon avis, est encore long, malheureusement. Je pense personnellement qu'on a besoin d'un nouveau réseau social. On a sérieusement besoin d'un autre réseau social. On voit ce qui est devenu Twitter, Oui. X, Meta, etc. Il y a Mastodon Bien sûr. qui qui a pour ambition de remplacer Twitter. Je ne sais pas trop où ça en est. Est-ce qu'on peut imaginer un réseau social qui serait justement un commun numérique? C'est possible, pour moi c'est possible, mais une nouvelle fois, comme je vous disais juste avant, on va se heurter à cette question de culture numérique. C'est-à-dire que si on imagine un réseau social qui soit géré collectivement par la communauté des usagers, ça veut dire qu'il nous faut des modérateurs, tout de même, dans cette communauté-là. Donc ça veut dire avoir des personnes qui vont avoir la formation, d'un peu d'expertise pour prendre ce rôle légitimement, c'est-à-dire qu'en plus ils soient reconnus par les autres utilisateurs comme légitimes à appliquer ce genre de décision. Sur Wikipédia, par exemple, ce sont les administrateurs qui ont ce rôle-là. Ce sont des contributeurs qui sont élus par le reste de la communauté et qui ont certaines fonctions supplémentaires, par exemple le cas de bloquer des personnes en écriture, de bloquer des pages, etc. Donc imaginez un réseau social qui fonctionne sur ce modèle-là, ça signifierait un réseau social quand même extrêmement démocratique dans son fonctionnement, où l'on va peut-être élire des modérateurs en charge de faire appliquer les règles du réseau social. Ça signifie des personnes qui sont nombreuses, parce que si le réseau social prend de plus en plus d'ampleur, il va y avoir beaucoup de contenu du coup quand même à suivre. Ça veut dire aussi quels outils on met en place pour permettre justement ce suivi des contributions ou des poètes, parce que on dit des poètes je crois. Voilà, donc c'est possible. Mais c'est compliqué, ça a l'air compliqué. C'est compliqué et ça demande effectivement de penser l'organisation. Ça demande aussi peut-être, et je pense, je parle de ça même moi en tant que citoyen français, hein, de se réhabituer aussi aux normes démocratiques. Accepter d'élire justement ou de voter ou de soutenir des personnes, de leur faire confiance, de leur déléguer une partie de responsabilité, tout en sachant qu'on peut leur reprendre. Sur Wikipédia, par exemple, un administrateur qui abuserait de ses droits, on peut tout à fait le contester. Par exemple, sur Wikipédia, on dit je pense que cette personne-là abuse de son statut, je souhaite lui retirer son administrateur, ça déclenche un vote, par exemple, sur Wikipédia, etc. Donc, ça veut dire aussi penser toute cette gouvernance interne. Et on voit beaucoup de cas de communs numériques ou qui sont présentés comme des communs numériques par l'État ou par d'autres groupes qui souvent, effectivement, en sont pas loin. Souvent, ils ont la communauté, ils ont la ressource et il manque la gouvernance. Il manque la gouvernance. Et comme Mastodon, justement. Exactement. C'est un mauvais exemple. Et c'est justement ça, en fait, c'est peut-être le point le plus central et pourtant le plus vite oublié par ceux qui sont promoteurs de communs numériques. On a souvent nos communautés d'aficionados qui sont là, qui sont prêts à y aller. On a la ressource, on a la technique, mettre en place une plateforme, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, penser la gouvernance de ce commun et la mettre à l'épreuve, la tester, l'améliorer, etc., c'est souvent ça qui prend le plus de temps et qui est malheureusement souvent le plus bancal. Avec le cas Elon Musk, j'ai l'impression qu'on commence à prendre conscience du danger d'avoir des acteurs de la tech aussi puissants, des quasi-États, si l'on peut dire. Pourquoi l'État français, la gouvernance européenne, selon vous, a intérêt à s'appuyer sur les communs pour développer son numérique ? Alors pour deux raisons. Je pense que tout d'abord, on en a un petit peu parlé, participer à des communs numériques, c'est renforcer notre résilience ou renforcer notre capacité en tout cas à interagir avec le numérique. Ça veut dire on comprend mieux les dynamiques, on est acteur, on n'est pas juste spectateur du numérique, mais on intervient dedans. Et donc en tant que citoyen, quand je participe à un commun numérique, du coup, je renforce mes défenses immunitaires. On va dire ça comme ça. Donc on aurait intérêt à soutenir les communs numériques parce que cela permettrait de renforcer la population dans sa capacité à agir dans le monde numérique et à être peut-être plus méfiante, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et aussi du coup d'être beaucoup plus, comme on disait, beaucoup plus en action par rapport au contenu, etc. Donc je pense que c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on parle, effectivement, quand on parle de commun, on parle évidemment d'une ressource partagée et je pense qu'il y a des ressources aujourd'hui numériques qui sont pour moi de l'ordre du bien public et confier ça aux citoyens, à la gestion des citoyens, c'est à la fois une marque de confiance, à la fois une marque de responsabilisation
des citoyens. Et c'est aussi une façon pour l'État de se mettre plus dans une autre posture que celle qu'il a souvent aujourd'hui, c'est dans une posture de soutien, dans une posture d'accompagnement. Et je pense qu'on manque beaucoup aujourd'hui dans notre société de cette vision de soutien de l'État à sa population, plutôt un État qui est très souvent plutôt donneur d'ordre, qui est plutôt un État qui va diriger, impulser, guider. Je pense que ça serait pas mal dans notre monde actuel de renverser un petit peu la table et de dire en fait l'État va plutôt être là derrière pour accompagner ses citoyens, les soutenir, leur donner les moyens de faire, et non pas être dans cette posture de sachant et d'imposer du coup une vision ou une façon de faire. Et c'est un peu comme ça que Wikipédia s'est construit. Au début, tout le monde avait l'impression que Wikipédia se construisait contre les savants, contre la recherche, contre les enseignants, etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, quand on étudie, quand on voit qui contribue en réalité à Wikipédia, ce sont bien souvent des savants, des chercheurs, des enseignants, etc. Donc en réalité, ceux qu'au début on accusait de mettre au banc de Wikipédia, de ne pas écouter, en réalité en sont devenus les principaux acteurs, les principaux soutiens. Et je pense que c'est une dynamique intéressante que l'on pourrait dupliquer à l'échelle nationale, voire européenne. Finalement, vous êtes la troisième voie entre le capitalisme et, on va dire, une vision communiste dans laquelle l'État impose tout. C'est la troisième voie. Complètement. Et il y a des ouvrages là-dessus de chercheurs qui, justement, essayent de montrer que le modèle des communs, justement, est une alternative crédible à cette marchandisation versus nationalisation. C'est d'ailleurs les travaux d'Elinor Ostrom, la chercheuse du coup, qui a reçu le prix Nobel d'économie sur cette question justement des communs. Elle a été étudiée justement des communautés, alors plutôt naturelles dans ce cadre présent, que ce soit des ressources de pêche, que ce soit des forêts, etc., qui a justement à bien montré justement qu'on se situait du coup ni dans un cas, ni dans l'autre. Ni dans l'aspect privatisation marchande qu'on connaît, ni dans un cas où l'État contrôle, impulse et nationalise, mais que c'était une autre façon de faire. Une façon de faire dans laquelle l'État reste un acteur, reste un partenaire. Une des règles qui font qu'un commun fonctionne, c'est justement que les règles de son commun sont respectées par l'État. Sinon, effectivement, dans ce cas-là, il y a un problème. Mais l'État devient un partenaire, devient un soutien, mais n'est pas justement un commanditaire. Et je pense que c'est une troisième voie effectivement extrêmement intéressante à l'avenir. C'est la question rituelle pour terminer, mais je vais vous laisser 1 minute pour tenter de convaincre les personnes qui ne sont peut-être pas encore convaincues de la pertinence du modèle Wikipédia. Sorte de conclusion. Sorte de conclusion en 1 minute. Le modèle Wikipédia a prouvé depuis 25 ans bientôt que c'est un modèle en progression constante, que c'est un modèle qui permet à chacun et chacune d'avoir accès à une information gratuite, à une information transparente, où l'on sait d'où l'information vient et comment elle a été produite, ce qui est de moins en moins le cas malheureusement aujourd'hui. Et c'est aussi une information qui est faite par toutes et tous. Et c'est un modèle qui a besoin justement de participation, a besoin de contributeurs et contributrices, parce que c'est peut-être un des derniers endroits sur Internet où on voit toutes et tous la même chose quand on lit Wikipédia. Quand on va sur nos plateformes sociaux, malheureusement aujourd'hui, on voit ce que les algorithmes veulent bien nous montrer. Donc peut-être le dernier espace commun, le dernier espace sur lequel on peut tous se retrouver avec un même niveau d'information, en fait, c'est Wikipédia, et c'est un bien important du coup à protéger et à continuer du coup à y contribuer pour assurer que nous ayons toujours accès à cette mine d'informations. Merci beaucoup Rémi Gerbet, merci d'être venu, et je vous dis à bientôt pour tenter de décrypter, de crash-tester un nouveau modèle, une nouvelle idée vers une société plus durable. À bientôt.